Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de comment il faut être papa dans les affaires. Alors, déjà, s'il vous plaît, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On appuie sur le bouton like pour nous démontrer votre amour envers nous. Et puis, bon, voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'investissement, comment protéger ses investissements. Alors, comment on protège un investissement quand on commence à être un investisseur? Comment protéger son argent? À un moment donné, faire de l'argent, ça devient facile. Mais maintenant, comment protéger cet investissement? Parce que vous savez que dans la vie, il y a tout plein de choses. Vous pouvez ne pas être à l'abri des choses. Et donc, pour éviter, en fait, parfois on peut éviter des choses, parfois on ne peut pas. Mais on peut quand même essayer de faire notre mieux pour protéger nos biens. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai regardé mon t-shirt, j'ai dit, écoute, moi, ma chaîne, c'est une chaîne qui parle d'argent, d'investissement, et donc de capital et tout ça, et comment faire les liens avec les papas. Parce que je me suis rendu compte que dans la vie, il faut être papa un peu de ses finances. Hein? Quand on est papa de ses propres finances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un papa, par exemple, quand on commence à avoir des enfants, justement, parenthèse, quand des gens commencent à avoir des enfants, ça donne on commence à réfléchir. Que c'est là que vraiment la vie commence. Moi, je pense que ma vie a vraiment commencé quand j'ai eu mes enfants. Je pense que c'est ça l'attitude qu'on devrait avoir dans la vraie vie, c'est-à-dire être des papas. Comment est-ce qu'on devient des papas en affaires? En fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, quand on est papa, on s'assure de protéger ses enfants. On s'assure que les enfants ne se blessent pas, même si parfois ils se blessent. On s'assure que les enfants prennent des risques. On veut les acheter des vélos, qu'ils prennent à pédaler. Ce sont des risques parce que l'enfant peut tomber, mais en tombant, on pense que l'enfant est sur la bonne voie justement de l'apprentissage. Et donc, on doit être des papas dans l'investissement financier. C'est-à-dire que oui, on veut que notre enfant prenne des risques, oui, mais l'idée c'est que notre enfant apprenne, notre enfant se développe correctement, notre enfant soit en santé, notre enfant soit protégé des risques, de tout risque possible. Alors, c'est un peu ça l'idée dans l'investissement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment protéger ses propres investissements. Quand on a fait un enfant, quand on a par exemple lancé une entreprise, quand on a lancé un projet, quand on a lancé un service et finalement l'argent commence à entrer, ou on a l'idée de où on veut s'amener, même si l'argent n'est pas encore commencé à entrer, mais on pense qu'on est sur la bonne voie, déjà on a lancé notre activité, mais il faut mettre des mécanismes en place pour le protéger. Comment les protéger? Voilà justement où on va en venir. On va parler un peu de ce qu'on peut faire, mais également de ma petite propre expérience par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui m'a amené vraiment initialement à parler de ce sujet. Alors, l'investissement, déjà, on le prêtage parce qu'à un moment donné, j'avais les biens à mon nom, certains biens. Mais quand on commence à penser, mais non, il faudra commencer à protéger ses biens parce que, vous savez, dans la vie, tout est possible, dans la vie, tout peut arriver. Et donc, un homme prudent voit les mal de loin et puis ce sont les visionnaires qui réussissent justement dans la vie. Et donc, on prévoit, ce n'est même pas de la grande vision, même si j'utilise le mot vision, c'est vraiment juste de la prévision. Hein? On est en train de prévoir au cas où quelque chose arrive. Et donc, dans cet autre ordre d'idées, en fait, je me suis dit, écoute, ça s'est intervenu depuis il y a quelques mois, je vais créer une entreprise de façon plus sérieuse parce que dans les passés, j'ai déjà eu des entreprises, tout ça fonctionne, mais c'était beaucoup plus dans le style freelancer. Même quoi que c'était déjà enregistré. Et là, je dis, mais je vais amener ça d'un niveau beaucoup plus professionnel et un niveau beaucoup plus grand. Je suis prêt à ce que ça grandisse maintenant. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt. J'étais, oui, porté vers l'investissement, vers les affaires, mais je n'étais pas prêt à faire grandir une société. Là, je pense que je le suis. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, la première des choses, ça serait de créer une entreprise, proprement dit. Donc, une société par action. Vraiment proprement dit, bien fait, professionnellement, tout ce qu'il faut, les taxes, le machin, toute la patente, comme on dit. Et donc, ça, ce n'est qu'une première étape.
Ensuite, il faut vraiment organiser de façon administrative. Donc, numéro de téléphone, adresse, courriel, site internet, tout ce qu'il faut vraiment à la patente pour donner vraiment, parce que c'est du sérieux, il faut donner une image aussi sérieuse. Et donc, après ça, il faut, après avoir fait tout ça là, le bureau, machin, etc., etc., maintenant, commence à réfléchir. Comment protéger? Parce que comme je l'ai dit au début, avant, moi, je faisais tout à mon nom. Avant, il y a plusieurs années, j'avais une compagnie qui était une entreprise personnelle. Ensuite, maintenant, après, j'avais laissé tomber, j'utilisais à mon propre nom. Donc, c'est-à-dire certains biens de mes activités commerciales étaient à mon nom propre. Maintenant, je regarde, je commence à tirer attention maintenant au niveau de la fiscalité, au niveau de la protection légale, de tout ça. Et c'est cela qui m'a amené à dire, mais non, il faudrait que j'arrive à transférer certains biens de mon nom personnel à mon nom d'entreprise. Déjà, avant que je développe ça un peu plus loin, il faut déjà comprendre que comme une personne existe, comme je suis là, j'ai une ADN qui est à moi, j'ai un nom qui est à moi, j'ai ma personnalité qui est à moi, j'ai mon numéro d'assurance sociale qui est à moi. Ainsi, la même chose dans une entreprise. Dans une entreprise, l'entreprise a son propre ADN. C'est-à-dire que l'entreprise possède son numéro d'enregistrement qu'on peut considérer comme son numéro d'assurance sociale. L'entreprise peut poser des actions que je peux également poser, c'est-à-dire acheter une maison, faire certaines choses. La seule chose qu'une personnalité juridique distincte de moi, c'est-à-dire une entreprise, ne peut pas faire, c'est faire les lavages, c'est tondre les gazons. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste, c'est vraiment la même chose. L'entreprise paye les taxes, paye les impôts. L'entreprise fait tout ce que je peux faire au niveau individuel. Et donc, cette entreprise, elle a une personnalité juridique distincte de moi. C'est-à-dire que l'entreprise peut aller emprunter de l'argent, comme je peux le faire également au niveau privé. L'entreprise peut acheter des choses en son nom, comme moi également, je peux le faire à mon nom. L'entreprise peut faire certaines choses. Et donc, ça, c'est que ça permet à différencier ce qui est à l'entreprise et ce qui est à moi, même si l'entreprise m'appartient. Mais ça différencie en ce moment-là ce qui appartient à l'entreprise et ce qui m'appartient à moi. De cette façon, même s'il y a comment dirais-je, disons qu'il y a des poursuites contre mon entreprise, mais mes biens personnels ne sont pas concernés par l'entreprise. Vice-versa, on peut me poursuivre pour X choses, erreurs que j'aurais commis dans ma vie privée ou pour X choses que j'ai faites ou pour peu importe la raison. Mais l'entreprise, elle est intacte. On ne peut pas ruiner mon entreprise et me ruiner en même temps. Alors que si je garde tout à mon nom, dès que j'ai un problème, je suis ruiné, c'est toutes mes affaires. La même chose pour l'entreprise. Si je mets tout au nom de l'entreprise, mais si l'entreprise tombe faillite, mais écoute, c'est vraiment l'entreprise qui est concernée en ce moment-là, ce n'est pas moi directement. Et donc, ça, il y a des avantages comme ça. Bien sûr, il y a des exceptions, tout ça, je ne donne pas de conseils juridiques ou fiscaux, mais je vous explique ce que je suis en train de faire. Je vous explique ma stratégie à moi. Et donc, en ce moment-là, ça commence à être intéressant de ce point de vue de s'enregistrer pour commencer à protéger ses affaires. Maintenant, il y a tout un processus pour ça. C'est pourquoi quand il faut protéger ses investissements, il ne faut pas hésiter. Enregistrer l'entreprise, ça a coûté beaucoup d'argent. Pour une petite entreprise qui commence ou qui est jeune, c'est beaucoup d'argent, toutes ces dépenses-là, enregistrer l'entreprise, établir tout ça professionnellement, les sites internet, les bureaux, les numéros de téléphone, de ceci, de cela, tout ça. Donc, les comptes en banque, vraiment les comptes de taxes, les fédérales, provinciales, c'est beaucoup de démarches administratives, c'est beaucoup de dépenses administratives, mais ce sont des choses qui sont faites pour protéger son avenir. Parce que dans la vie, on ne sait jamais, il faut protéger tes biens et se protéger soi-même aussi. Alors, de ce point de vue, parce que souvent les entreprises, aujourd'hui en tout cas, vous commencez avec des dettes. Vous commencez avec des dettes, donc ce sont des dettes que vous prenez à la banque, vous prenez des risques, tout ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher aussi. Mais,
quand vous entreprenez tout ça, vous êtes dans un esprit pour que ça marche. Parce que vous considérez que ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que, ben voilà, après avoir étudié tout ça, je dis, ben, j'ai fait la première étape, tout ça, mais la deuxième étape maintenant, c'est qui est de transférer maintenant les biens de mon nom personnel au nom de l'entreprise en évitant les conséquences fiscales. Parce qu'il peut y avoir des conséquences fiscales doubles, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise et au niveau personnel. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir parcouru des heures et des heures de lecture? Je me suis rendu compte que non, il y a des choses parfois, il faut avouer que c'est pas mon domaine. Et donc, à ce moment-là, il faut un bon père de famille, hein, un papa, comme on dit. Tu regardes ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Il y a des combats qu'on peut prendre et des combats qu'il faut éviter. Je dis ça, il faut que je donne à un professionnel. Bien sûr, ça coûte de l'argent, bien sûr, ça va coûter cher, mais le problème, c'est que est-ce que ça va coûter plus cher que si je ne le fais pas? Parce que si je ne le fais pas, je risque de perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le sens que mes impôts qui vont venir l'année prochaine au personnel, mais je risque de payer des gros montants parce que j'aurai transféré, en tout cas peu importe. Et là, au niveau de l'entreprise également, donc quand tu commences à calculer tout ça, tu te dis, oh. Ici, au lieu que je perds peut-être 10 000, 20 000 ou 30 000 dollars, vaut mieux que je perds peut-être 1 000 dollars ou même 2 000 dollars, que je vais payer un avocat fiscaliste, je préfère, qui va me donner exactement les conseils qu'il faut pour aller justement. Donc là, je protège mon argent actuellement. Et en protégeant mon argent actuellement, c'est-à-dire qui peut m'écouter d'ici une année, je protège également mes biens à long terme. Parce qu'en même temps, je transfère mes biens au nom de l'entreprise, certains biens au nom de l'entreprise, parce qu'en ce moment-là, ça va m'enlever le poids, que tout soit à mon nom personnel. Moi qui ne suis pas très riche, en ce moment-là, je ne vais pas prendre des risques. Avoir des biens à mon compte devient un risque. Alors que si je le mets au nom de mon entreprise, c'est un risque, oui. Mais il y a aussi des avantages à faire ça. Parce que quand je fais ça, ce que je suis en train de faire, c'est que, je vais donner tous mes biens que je vais transférer au nom de mon entreprise, mais je vais les vendre à mon entreprise. Même à crédit, mais je les vends. C'est-à-dire que je vais m'écrire une lettre comme quoi, voilà, je vais transférer en telle date, tel bien au nom de mon entreprise, telle valeur. Donc, mon entreprise me doit, moi, personnellement, de l'argent. Et quand l'entreprise fera des profits, etc., tout ça, ben, je pourrai me payer sans qu'il y ait des conséquences, et en tout cas en diminuant des conséquences fiscales et même légales. Ça a beau être mon entreprise, mais c'est régi par des lois, fiscales également. Alors en ce moment-là, c'est une façon de protéger mes biens et de me protéger moi-même. Vous voyez? Donc, là, je suis en attente. C'est un appel que j'ai fait aujourd'hui à un fiscaliste qui est en train d'étudier les dossiers et qui me reviendra très rapidement. Parce que la raison pour laquelle je l'ai fait, je dois les faire maintenant. C'est-à-dire que les biens que j'étais supposé transférer à de mon nom au nom de l'entreprise étaient déjà sur le marché des ventes. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que au lieu que je transfère les biens au nom de mon entreprise et que ce soit l'entreprise qui vend les biens, il va les vendre, ça ne sera pas au même prix que je vais transférer. Qui vend les biens, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est moi au niveau personnel qui va perdre de l'argent. Alors ma stratégie, c'est de vendre les biens, prendre l'argent, les transférer au nom de mon entreprise et prendre une lettre de prêt que j'aurais fait à l'entreprise. Cette façon va probablement me permettre de diminuer la taxation, donc les impôts, tout ça, et en même temps maximiser donc les déductions, tout ça, fiscaux, tout ça, en tout cas fiscal. Mais le problème, c'est que actuellement, ce sont mes analyses à moi. J'ai soumis tout ça, tout ce que j'ai analysé, tout ce que je pense, à un avocat fiscaliste qui va justement lui se charger de pouvoir regarder justement qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que je ne donne pas tout mon argent au gouvernement. C'est ça que toutes les entreprises sérieuses font.
C'est ça que les grandes entreprises font. Et pourquoi pas nous, les petites entreprises. Et c'est pourquoi je me suis dit, ben aujourd'hui, je vais partager ce sujet. Parce qu'on se bat tellement pour qu'on commence à accumuler des richesses. Mais une fois qu'on les fait, on ne sait pas comment les protéger. C'est ça les grands problèmes. D'où les gens, tu vas voir quelqu'un travaille tellement fort pour gagner un salaire, mais dès que le salaire arrive dans le compte, il ne dure pas 24 heures, il ne dure pas 48 heures. On a un problème de pouvoir, de la conservation de la richesse. C'est-à-dire qu'on est en perpétuel combat de la recherche de la richesse. Mais une fois acquise, cette richesse, on n'est pas capable de la conserver. Et c'est cela que je suis en train de dire aujourd'hui. Ça s'applique vraiment dans tout. C'est une question de gens pauvres. Comme j'ai tendance à les répéter dans plusieurs des vidéos, parlant des comportements des riches, mentalité des riches, mentalité des pauvres, tout ça, ça entre dans la même catégorie. Comment se fait-il, combien d'entre vous, quand ils reçoivent un salaire, chaque 2 semaines, cet argent, il est capable de, une semaine plus tard, d'avoir encore un peu de cet argent dans le compte? Combien? C'est cela le problème, je m'excuse. Combien reçoivent des montants ponctuels pour, peu importe la raison, bourse, retour d'impôt, peu importe la raison, gagner au loto un 10 000 $, exemple, combien font avec, combien le conservent un peu plus longtemps? C'est ça le problème, c'est la conservation de la richesse. Et là, moi, cette stratégie n'est pas seulement de la conservation de la richesse, c'est de la conservation et de l'accumulation. Parce que en ne payant pas trop d'impôts inutilement, plus que je suis supposé les faire, ben, à ce moment-là, non seulement je conserve ce que je devrais conserver, je protège donc ce que je dois conserver, et en plus de ça, j'en accumule même un petit peu. Donc, il faut penser, à un moment donné, quand plus on voit qu'on est sur la bonne voie, plus il faut penser à des stratégies pour justement conserver un peu ne pas faire de dépenses inutiles. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, ben écoute, on va parler de comment justement protéger ses biens, protéger son argent, protéger ses investissements. Ce n'est pas la seule façon de le faire. Ce n'est pas que ça à faire. Il y a d'autres étapes, beaucoup encore à faire. Mais c'est une chose à la fois. Comme je vous dis, méthodiquement, je me suis dit, je recommence tout, mais je recommence tout de façon bien. Je crée une entreprise par action, justement pour avoir un numéro d'assurance sociale de l'entreprise distinct de mon propre numéro d'assurance sociale, pour pouvoir avoir des crédits et des prêts, tout ça, au nom de l'entreprise et non pas à mon nom personnel, pour pouvoir contracter des dettes, gérer des dettes, avoir un compte, voilà, un dossier de crédit de l'entreprise, pour pouvoir, donc vraiment tout ça, penser de cette façon, créer une personnalité juridique distincte de moi. Et de cette façon, après, transférer tout maintenant au nom de l'entreprise. Et dans les processus, essayer de garder un peu d'argent pour ne pas trop payer. En tout cas, essayer d'en garder le plus possible et non pas payer aveuglément. Parce que si on est quelqu'un qui ferait ça sans penser à tout ce que je suis en train de dire, mais à ce moment-là, cette personne, ce qui risquerait d'arriver, c'est que c'est de transférer sans passer par des avocats ou peu importe, transférer, faire tout ça et perdre tellement d'argent au moment de remplir ces taxes, il va se retrouver que voilà, le gouvernement vous réclame tel montant, X montant, des montants fous, alors que c'est quelque chose que tu aurais pu éviter. Parce que dites-vous que tous ces grands fiscalistes, tous ces grands avocats d'affaires, ben écoutez, ils ne font que ça parce que ce sont des outils disponibles pour tout le monde. Simplement, ceux qui ont accès à cette information, ben économisent un peu plus. Comme il est dit quelque part bibliquement, voilà, l'homme périt par manque de connaissances, quelque chose comme ça. Et donc, plus on ne s'informe pas sur les bonnes façons de faire pour découvrir l'information qui existe déjà, ben à ce moment-là, on se met nous-mêmes
dans des situations, disons, difficiles. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment sur la protection, comment protéger nos richesses accumulées, comment protéger nos biens accumulés, comme un papa protégerait ses enfants. Parce qu'après tout, ta richesse, c'est ton enfant. Tous ces efforts que tu fais, tu as souffert pendant longtemps, c'est, je ne vais pas dire c'est la même chose que une mère qui attend 9 mois avant l'accouchement. Je ne veux pas dire que c'est la même chose que les douleurs d'enfantement. Pour certains, c'est peut-être le cas, effectivement. Mais moi qui ai déjà des enfants, je ne peux pas oser comparer ça à ça. C'est même indécent. Mais ce n'est qu'une image que je donne. C'est-à-dire on souffre pendant longtemps pour essayer d'arriver à quelque chose, on se prive de tellement de choses. On regarde nos amis, on regarde des personnes qui font des choses, qui se font plaisir. On se prive de ça, on fait tellement de choses, parce qu'on veut atteindre un objectif. Une fois qu'on l'a atteint, il faut savoir le protéger. Il faut protéger cet enfant, et la façon de vraiment protéger l'enfant à plus long terme, mais il n'y a pas une façon de protéger l'enfant sans des sacrifices. Encore une fois, et le sacrifice, ça veut dire que voilà, si tu l'achètes un vélo, il faudra que tu l'achètes aussi le casque. Si tu veux qu'il soit en sécurité, tu dois acheter des caméras de surveillance, tu dois protéger les périmètres quand l'enfant s'amuse. Il y a tellement de choses que tu dois faire, c'est la même chose. Tu dois dépenser un peu l'argent en entreprise pour justement essayer de sécuriser tes biens. Tu vas dépenser, je vais dépenser peut-être 2 000 ou 3 000 dollars dans cette démarche, mais je sais que ça va me rapporter plus tard. Parce que quand on prévoit quelque chose, quand on essaie de protéger quelque chose d'avance, on dépense quand même beaucoup d'argent, mais un peu moins par rapport au montant qu'on peut perdre potentiellement. Donc voilà, c'était effectivement le conseil d'aujourd'hui. Je pense que c'est un contenu très très important pour tout celui. En fait, ça ne demande pas que tu aies déjà commencé ou pas. Tu peux déjà commencer dès le départ. Avant même de commencer, tu peux déjà commencer directement à faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à créer ton affaire de façon très propre, très professionnelle, très organisée. Et ensuite, toutes les autres étapes n'entrent que dans une boîte déjà conçue. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà accumulé plein de choses à l'extérieur de ta maison pour pouvoir maintenant commencer à placer un à un à l'intérieur quand tu achètes une maison après. Donc voilà, l'exemple que je vais donner, c'est-à-dire que tu achètes tous tes biens, tes meubles, etc., tu les mets dans un terrain vide, et puis après, tu construis ta maison pour prendre maintenant et commencer à les remplir. Non, ça n'a pas de sens. Tu achètes ta maison, ensuite, tu construis ta maison, je vais dire, et ensuite, tu commences à acheter maintenant, une pièce à la fois, tu places tout ce que tu veux comme tu veux, selon tes besoins, parce que là, tu as la conscience de l'espace, tu as la conscience des dimensions de tes pièces, tu as la conscience du nombre de tes pièces, tu as la conscience de de comment tu peux placer tes affaires à l'intérieur. C'est un peu la même chose. Quand on a bien commencé dès le départ, on peut effectivement à ce moment-là savoir, ok, maintenant, ma prochaine étape, c'est celle-là. Tu peux avoir une vision à long terme par rapport à tes choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant. En faisant, je suis en train de prendre que voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, en faisant, je découvre, oh, voilà, j'ai fait ça, effectivement. Il ne fallait pas le faire comme ça, ou effectivement, je suis vraiment chanceux, je l'ai fait comme ça, c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais je ne savais pas que c'était comme ça, mais je l'ai fait comme ça. Et voilà, une fois fait, je prends conscience qu'effectivement, c'était la bonne méthode à faire, et là, je vous la partage. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans la même erreur deux fois, alors qu'il y a certaines personnes qui sont tombées dans certaines erreurs. Et donc, j'espère que le contenu d'aujourd'hui va vraiment vous aider. Si vous êtes vraiment dans cette voie vers l'accumulation de la richesse et de la liberté financière. Je vous dis merci comme d'habitude. On appuie sur le bouton like. On partage le contenu si jamais ce contenu vous a plu. Et puis, vous commentez, vous mettez, comme je dis, les stratégies. J'en ai parlé de quelques-uns. J'en ai parlé un peu de ce que j'ai fait. Mais j'ai également expliqué qu'il existait certainement plusieurs façons également de le faire.
Alors c'est à vous, à votre tour également, de partager dans les commentaires voilà les autres façons de faire. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.